Tout a commencé cette nuit tranquille, alors que le vent sifflait à travers la fenêtre légèrement entr'ouverte et que je terminais de nettoyer la cuisine. Noah, qui pendant des mois avait semblé être un étranger dans notre maison, est entré sans prévenir, comme poussé par une force invisible, peut-être un instinct même lui incompréhensible. La lumière jaunâtre de la cuisine illuminait son visage, marqué par une expression mêlant insécurité et détermination. Il n'a pas beaucoup parlé. Il m'a simplement demandé si j'avais besoin d'aide, quelque chose de simple, presque insignifiant. Mais pour moi, cela a été comme une étincelle dans une pièce sombre. Nous avons travaillé côte à côte en silence, une chorégraphie maladroite et timide, mais pleine de sens. C'était la première fois depuis longtemps que je sentais qu'il y avait encore de l'espoir de renouer les liens que le deuil avait affaiblis. Ce petit geste a amorcé un changement progressif entre nous. Noah a commencé à apparaître plus souvent, d'abord avec des pas hésitants, puis avec une présence plus constante. Il s'asseyait avec moi dans le salon pendant que je regardais la télévision, posait des questions sur ma journée, et me surprenait même avec de petits gestes de gentillesse, comme préparer du café ou faire la vaisselle sans que je le lui demande. Pendant un certain temps, c'était comme si l'ombre d'Ethan s'était légèrement dissipée, permettant une nouvelle dynamique d'émerger entre nous. Je savais qu'il essayait de gérer son deuil à sa manière, tout comme je tentais de faire de même, mais ces moments partagés semblaient être un moyen pour nous de commencer à guérir les blessures que la perte avait ouvertes. Cependant, cette reconnexion, tant désirée et attendue, a commencé à révéler quelque chose que je n'étais pas prête à affronter. C'était lors d'un dîner simple, une nuit apparemment ordinaire, que j'ai remarqué quelque chose de différent. Noah avait décidé de cuisiner, une surprise qui m'a remplie de gratitude et de joie. Assis à table, nous discutions de choses banales jusqu'à ce qu'il fasse un commentaire qui m'a prise au dépourvu. « Tu es incroyable, maman ». Bien que ces mots soient doux et courants, la façon dont il me regardait, avec une intensité troublante, a fait vaciller quelque chose en moi. J'ai essayé d'ignorer cette sensation, en me disant qu'il essayait simplement de se rapprocher de manière sincère. Mais dans les jours qui ont suivi, de petits détails ont commencé à attirer mon attention. La façon dont il prolongeait ses regards, dont il cherchait constamment ma présence, et dont les compliments devenaient de plus en plus fréquents et, parfois, excessivement personnels. Je voulais croire que c'était juste une partie du processus de guérison, mais quelque chose me disait qu'il y avait une complexité plus grande derrière ces actions. Les semaines suivantes ont été marquées par une tension presque palpable, une énergie étrange qui semblait flotter dans notre maison. Une nuit, alors que nous regardions un film, j'ai remarqué que Noah s'asseyait plus près de moi que d'habitude. Ce n'était pas ostentatoire, mais suffisant pour me rendre mal à l'aise. Il cherchait des raisons pour prolonger la conversation, pour être à mes côtés, et ses regards, autrefois empreints d'affection familiale, portaient maintenant quelque chose que je ne savais pas interpréter. De petits contacts sur mon épaule ou ma main, qui étaient auparavant des gestes naturels entre mère et fils, semblaient désormais chargés d'une émotion qui dépassait le conventionnel. Mon esprit oscillait entre inquiétude et tentative de rationalisation. Peut-être était-ce simplement l'intensité de notre deuil, une proximité amplifiée par la solitude que nous partagions. Mais en même temps, mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. La tension a atteint son apogée une nuit calme, lorsque Noah, visiblement agité, a demandé à parler. Nous nous sommes assis sur le canapé, et il a mis du temps à trouver les mots, tripotant nerveusement ses mains tout en évitant mon regard. Puis, avec une vulnérabilité désarmante, il a admis qu'il faisait face à des sentiments qui le confondaient profondément. Ses yeux se sont remplis de larmes tandis qu'il confessait qu'après la mort d'Ethan, il se sentait perdu et que, en l'absence de son père, il avait commencé à voir notre relation d'une manière qu'il savait être erronée, mais qu'il ne pouvait contrôler. Cette confession m'a frappé comme un poids écrasant. Mon esprit tournait, essayant de comprendre comment le deuil, la douleur et la solitude avaient pu amener mon fils à cet endroit émotionnellement confus. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contenir mon propre tourbillon d'émotions. Je savais que ma réaction à ce moment-là pourrait définir le cours de notre relation à partir de là. J'ai parlé fermement mais tendrement, expliquant que ce qu'il ressentait était le reflet de la turbulence émotionnelle que nous traversions, une confusion créée par le vide laissé par Ethan. J'ai renforcé que notre lien était celui de mère et fils, quelque chose qui devait être préservé avant tout. Je lui ai dit qu'il n'était pas seul, et que, ensemble, nous trouverions un moyen de surmonter cela. Après cette conversation, un silence lourd s'est installé dans notre maison. Noah s'est de nouveau retiré, mais cette fois différemment. Ce n'était plus la distance froide et défensive d'avant, mais un repli réfléchi, comme s'il assimilait tout ce que j'avais dit. Il passait plus de temps dans sa chambre, plongé dans ses études, et a commencé à sortir plus souvent avec ses amis, quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Bien que ce retrait m'ait apporté un certain soulagement, il m'inquiétait aussi.
Je me demandais s'il trouvait vraiment un moyen de gérer ses sentiments ou s'il les enfouissait simplement plus profondément. De mon côté, la maison semblait résonner de ma propre confusion. Je continuais les tâches quotidiennes, mais le poids de cette nuit restait toujours présent dans mon esprit. Chaque interaction avec Noah était mesurée, soigneusement planifiée pour ne pas raviver la tension. Cependant, à mesure que les jours se transformaient en semaines, j'ai remarqué qu'il commençait à retrouver un certain équilibre. Il a recommencé à partager des projets concernant l'université et parlait d'un nouvel ami qui l'inspirait à explorer des passe-temps auxquels il était auparavant indifférent. De petits signes qu'il reprenait peu à peu le contrôle de sa vie. Avec le passage des mois, l'atmosphère dans la maison a commencé à changer. La tension s'est atténuée, remplacée par une cordialité prudente. Noah semblait plus centré, ses interactions avec moi ont repris un ton naturel et sincère. Il a commencé à partager de petits moments de la vie quotidienne, comme des histoires de ses études et des conversations sur ses amis. De mon côté, je m'efforçais de l'encourager, en maintenant un équilibre entre lui donner de l'espace et montrer mon soutien. La douleur de la perte était toujours présente, mais elle semblait plus lointaine, comme une cicatrice qui commençait à guérir. Pourtant, nous évitions d'évoquer ce qui avait été dit cette nuit-là. Il y avait un accord tacite entre nous selon lequel certaines choses ne devaient pas être rouvertes. Au lieu de cela, nous nous concentrions sur le présent. Noah a commencé à suivre une thérapie, quelque chose qu'il avait initialement refusé, mais qui, avec le temps, est devenu une partie essentielle de sa routine. Il parlait avec enthousiasme des découvertes qu'il faisait sur lui-même, et je ressentais une fierté silencieuse en le voyant mûrir et trouver de nouveaux moyens de s'exprimer. Peu à peu, nous avons reconstruit notre lien, maintenant avec une compréhension plus profonde des difficultés que chacun de nous affrontait. Le Noah qui était devant moi n'était plus le garçon perdu après la mort de son père, mais un jeune homme essayant de se redécouvrir, un pas à la fois. Malgré la normalité apparente que nous avions atteinte, il y avait des moments où le souvenir de ce qui s'était passé me hantait. Seule la nuit, en revisitant des détails dans mon esprit, je me demandais si j'avais géré la situation de la meilleure façon, si j'aurais dû chercher de l'aide extérieure plus tôt ou agir différemment. La maternité, souvent, est un terrain d'incertitude, et je ne m'étais jamais sentie aussi vulnérable dans ce rôle. Il y eut une nuit particulière où Noah et moi parcourions de vieux albums de photos. Il semblait nostalgique, riant des images de lui enfant. Mais quand nous sommes tombés sur une photo d'Ethan tenant Noah bébé, un silence s'est installé dans la pièce. Noah m'a regardée et a dit, avec un calme qui m'a surprise, « Tu sais, maman, pendant longtemps j'ai essayé d'être fort tout seul. Mais maintenant, je comprends qu'être fort, c'est aussi permettre à d'autres personnes de m'aider à porter le poids. » Ces mots, simples et directs, m'ont profondément émue. C'était un reflet de combien il avait grandi, de combien il apprenait à gérer les cicatrices émotionnelles qui le marquaient. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que, malgré tous les défis, nous étions dans un meilleur endroit. Un endroit où le respect et les soins mutuels étaient moins les plus forts que la douleur du passé. Avec le temps, la vie a repris son cours naturel. Noah, maintenant plus confiant, commençait à se préparer pour le prochain chapitre de sa vie, l'université. Ses conversations tournaient autour des cours, des choix de carrière, et même des défis de vivre loin de la maison. Chaque pas qu'il faisait confirmait qu'il devenait plus fort, qu'il avait trouvé un moyen de gérer les émotions qui avaient failli nous détruire. Quant à moi, je sentais aussi une transformation intérieure. Faire face à cette situation si délicate m'avait forcé à grandir en tant que mère et en tant que personne. J'ai réalisé que créer un espace pour que Noah se sente entendu et compris était aussi important que fixer des limites. J'ai également cherché mon propre soutien émotionnel en participant à des groupes pour parents endeuillés et en consacrant plus de temps à moi-même, quelque chose que j'avais négligé depuis longtemps. Un jour, alors que j'aidais Noah à emballer ses affaires pour son déménagement, il m'a soudainement serré dans ses bras. C'était un geste spontané, chargé d'une tendresse que nous n'avions pas ressentie depuis longtemps. Il a dit « Merci de ne jamais avoir abandonné, maman. Tu as été la seule constante dans tout ça. » Cette phrase, si simple, était comme un saut sur le cycle de douleur et de rédemption que nous avions parcouru ensemble. Le départ de Noah fut un mélange d'émotions. En le regardant charger ses valises dans la voiture, je me suis retrouvée à réfléchir à combien nous avions grandi en tant qu'individus et en tant que famille. Le Noah qui partait maintenant était différent du garçon renfermé et perdu d'il y a quelques années. Il avait de la force, de la résilience et une clarté que seul le temps et les épreuves pouvaient apporter. Avant de monter dans la voiture, il s'est retourné et a dit « Je promets de rester en contact, mais ne t'inquiète pas trop pour moi, je vais bien. » Ces mots m'ont apporté un soulagement dont je ne réalisais pas avoir besoin. Tandis que la voiture disparaissait au bout de la route,
J'ai ressenti un mélange de nostalgie et de fierté. Notre relation avait survécu à quelque chose qui aurait pu la détruire, et maintenant nous avions la chance de recommencer, sur des bases plus saines et équilibrées. De retour dans la maison vide, j'ai préparé une tasse de thé et me suis assise sur le canapé, laissant les souvenirs affluer. Malgré les difficultés, je sentais que tout ce que nous avions traversé nous avait enseigné quelque chose d'inestimable, l'importance du dialogue, de l'empathie et du courage de faire face aux parties les plus sombres de nous-mêmes. J'ai refermé l'album de photos que j'avais entre les mains, et avec un léger sourire, j'ai réalisé que, bien que le voyage ait été parsemé de hauts et de bas, il avait été essentiel pour nous transformer. Peut-être que c'est ce que fait la vie. Elle nous met au défi de confronter ce qu'il y a de plus complexe en nous, afin que nous puissions trouver notre meilleure version de l'autre côté. Alors, si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine.